Comment ça? Oui, donc en fait, le problème qu'on a avec le cancer du pancréas, vous l'évoquez, c'est que c'est un organe qui est profond et donc les symptômes mettent du temps à se manifester, sauf si la tumeur est placée près de la voie biliaire et auquel cas on peut avoir une jaunisse qui peut révéler du coup la tumeur. Mais c'est vrai que quand elle est située plus dans la queue du pancréas, dans ces cas-là, c'est des tumeurs plus grosses qui sont diagnostiquées au moment où on commence à avoir des douleurs. Et ces douleurs, comme vous le décrivez, elles peuvent être trompeuses parce que ça peut être des douleurs de dos. Et on a des patients qui arrivent des fois après plusieurs mois de consultation avec des douleurs de dos dont on ne comprenait pas, avec des radios de rachis qui ont été faits, des IRM qui sont normales. Et sans qu'il y ait d'amaigrissement, de choses comme ça? L'amaigrissement est un symptôme qui peut se produire mais qui n'est pas systématique. C'est un signe d'alarme en effet sur lequel on peut le découvrir. Il peut aussi y avoir la décompensation d'un diabète qui peut être un mode de révélation et aussi une pancréatite qui peut être un mode de révélation si la tumeur vient comprimer le canal du pancréas. Donc une inflammation du coup du pancréas. Exactement. Et donc chez quelqu'un qui fait une pancréatite pour laquelle on ne retrouve pas de cause biliaire ou alcoolique, il faut rechercher une tumeur du pancréas comme cause de cette pancréatite. On va continuer la question, mais comment on peut comprendre qu'une jeune femme de 37 ans à qui on trouve un cancer du pancréas, certes métastasé, mais un cancer du pancréas, on lui propose des soins palliatifs en Angleterre? Les traitements existent quand même. Oui, tout à fait. Les traitements existent et puis on a fait beaucoup de progrès aussi sur la chimiothérapie pour ces cancers du pancréas. Il y a une dizaine, quinzaine d'années, on n'avait qu'une seule molécule de chimiothérapie qui était disponible. Maintenant, on a des combinaisons de chimiothérapie que vous avez reçues, il me semble, et qui ont permis d'apporter des progrès de survie certains et qui permettent de contrôler la maladie pendant plusieurs mois chez la plupart des patients. Une question, pourquoi ce cancer est-il en augmentation ? Alors, il y a un ensemble de facteurs environnementaux qui sont en cause dans le cancer du pancréas, le tabagisme notamment. Il y a également l'obésité et le diabète prolongé. Donc ces facteurs-là, on sait qu'il y a une épidémie d'obésité actuellement et que ça peut expliquer une partie de l'augmentation des cas de cancer du pancréas. Vous avez dit tabagisme et pas alcoolisme? Alors l'alcoolisme, c'est un petit peu indirect. C'est-à-dire qu'en fait, l'alcoolisme peut induire de la pancréatite chronique. Et c'est par le biais de l'inflammation chronique du pancréas dans la pancréatite chronique que ça induit le cancer du pancréas. Les facteurs qui sont vraiment reconnus, c'est le tabagisme, l'obésité, le diabète prolongé, l'âge, et donc on a aussi en augmentation de cas du fait du vieillissement de la population, mais on a aussi un certain nombre de cas qu'on n'explique pas malgré l'ensemble de ces facteurs, et on se pose la question est-ce qu'il n'y aurait pas des facteurs environnementaux aussi de type exposition à des pesticides ou à des toxiques environnementaux. Ça, c'est l'objet d'études épidémiologiques actuellement parce qu'on a des clusters dans certaines régions agricoles qui pourraient suggérer ça. Donc c'est la réponse à cette question, quels sont les principaux facteurs de risque? Alexandra, clairement, vous n'êtes pas obèse. Grosse fumeuse? Ah, pas du tout. Jamais fumé, jamais bu, sportive. Et pour vous, c'est la faute à la génétique? Bah voilà. On a trouvé donc Pas de chance, voilà. cette porteuse d'un gène. Voilà, le BRCA. Ouais. BRCA1, qui est un gène qui favorise le cancer du sein et des ovaires, Voilà. et également du pancréas, c'est ça? Voilà, tout à fait. Il y a 5 à 10% des cancers du pancréas qui ont une composante génétique familiale, donc c'est une minorité de cas. Mais en effet, l'anomalie génétique qui est la plus fréquemment retrouvée dans ce cas-là, ce sont les mutations de BRCA, plus particulièrement BRCA2, qui est impliqué dans des syndromes de prédisposition de cancer du sein et de l'ovaire. Et dans certaines familles, il y a des cas de cancer du pancréas qui sont associés. Donc, ce n'est pas toutes les mutations de BRCA2. C'est dans certaines situations plus particulières où on a association avec cette localisation. Chez les garçons et les filles, dans ce cas-là? Oui, tout à fait. D'accord. Juste une question, puis on regarde un reportage. Mon frère de 43 ans et ma mère de 86 ans sont décédés d'un cancer du pancréas. Y a-t-il un facteur héréditaire? Donc, possiblement. Doit-on prendre des précautions et lesquelles? Faire un dépistage dans ce cas-là? Alors, le dépistage, il n'est pas systématisé pour le cancer du pancréas. En effet, on le fait à titre individuel, dans des cas donc bien particuliers, quand il y a des agrégations familiales, comme ça peut être le cas dans le cas qui est décrit ici. C'est-à-dire si on a plusieurs cas d'apparenté au premier degré dans une même famille, même sans anomalie génétique. Et dont un homme de 43 ans, ce qui est jeune. Voilà, jusqu'à un cas jeune associé. Ou alors, quand on a une anomalie génétique identifiée avec un cas de cancer du pancréas dans la famille, dans ces cas-là, ça suffit à justifier d'un dépistage, mais qui doit être fait en centre expert, défini en réunion de concertation pluridisciplinaire et avec des modalités qui sont vraiment discutées au cas par cas avec le patient. Alors, quand on suspecte un cancer du pancréas, un examen est nécessaire afin de réaliser un prélèvement et d'affirmer le caractère cancéreux de ce qu'on a trouvé. Farah Kessri, Nathalie Crescio et Nathalie Vincenti ont assisté à cette intervention. Depuis quelques semaines, ce patient de 49 ans se plaint de douleurs abdominales. En plus d'une pancréatite chronique, une masse suspecte a été décelée au niveau de la tête du pancréas. Pour savoir s'il s'agit d'un cancer, le praticien réalise une biopsie sous anesthésie générale. Donc là, on commence l'examen par l'introduction de l'endoscope
au niveau de la bouche, puis dans l'œsophage. On arrive au niveau de l'estomac. Et puis après, on va passer en mode échographique. Parce qu'en fait, le pancréas est un organe qui est situé juste derrière l'estomac. Donc on ne peut pas voir à travers l'estomac en utilisant une caméra. Par contre, en faisant une échographie au travers de l'estomac, on peut voir le pancréas directement. Et ce qu'on va voir ici est le pancréas. Le médecin inspecte chaque partie de l'organe. Il remarque que la maladie a tout transformé au niveau de la tête du pancréas. Tout ça, c'est, on va dire, la région qui correspond à la tête du pancréas, mais c'est complètement remanié. Tout ce qui brille à droite en couleur, en fait, c'est des vaisseaux. Et c'est des vaisseaux qui n'ont rien à faire ici. Puis il y a beaucoup de noir, vous voyez, dans l'écran, qui témoignent de la présence en fait d'eau. L'inflammation, c'est souvent de l'eau, finalement, qui se met dans des tissus normaux. Des modifications anatomiques qui compliquent la réalisation de la biopsie. Ça, c'est une aiguille à ponction qu'on utilise en écho-endoscopie. Donc il va y avoir plusieurs difficultés. La première est de trouver la fenêtre de ponction, c'est-à-dire l'endroit où on peut passer l'aiguille au travers de la paroi digestive sans risquer de léser un organe ou de toucher un vaisseau, par exemple. Donc l'idée va être de ponctionner dans cette zone plus noire, tout en évitant les deux vaisseaux qui sont de part et d'autre. La distance entre les deux vaisseaux est à peine d'1 centimètre. Le geste doit donc être très précis pour éviter l'hémorragie. Voilà, c'est du béton. Autre difficulté, l'aiguille de ponction doit parvenir à traverser la zone inflammée. Dans les tumeurs ou dans des pancréas comme ça très inflammés, ça peut être parfois très très dur comme de la pierre. Et donc c'est difficile de rentrer l'aiguille. Voilà. Là, l'aiguille est rentrée dans la zone qu'on visait. Elle a évité les vaisseaux. Donc elle est clairement en dehors de l'intestin et dans le pancréas. Et après, on va bouger l'aiguille avec des mouvements de l'avant en arrière, de manière à essayer d'obtenir des prélèvements. Et une fois qu'on est satisfait, on dévisse l'aiguille et on la retire de l'appareil. Il ne reste plus qu'à récupérer les prélèvements qui sont dans l'aiguille. Donc l'aiguille est sortie par l'infirmière et on va donc après rincer l'aiguille avec du sérum physiologique. Donc voici le prélèvement qui sera donc envoyé en anatomopathologie pour savoir s'il s'agit d'une tumeur ou non et s'il sera nécessaire de réaliser une nouvelle ponction. Les résultats de l'analyse seront connus dans 5 à 10 jours. Le patient sortira le jour même. On continue de parler examen. On a bien compris que quand il y avait un risque spécifique, on pouvait faire un dépistage, une recherche de gènes, de prédisposition. Mais sinon, Liliane demande quels examens faire pour surveiller son pancréas quand il n'y a rien. Est-ce qu'il faut faire un examen de sang intégré au bilan sanguin régulier, une imagerie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il n'y a pas lieu de faire d'examen de surveillance dans la population tout venant. On le disait, il y a certains cas donc familiaux qui peuvent justifier d'une surveillance. Et sinon, il y a quelques cas particuliers de lésions précancéreuses du pancréas, certains types de kystes pancréatiques, pas tous, mais certains types de kystes, qui peuvent justifier d'une imagerie de surveillance. Imagerie par échographie? Alors, non, dans ces cas-là, on privilégie les imageries non irradiantes, donc on essaye d'éviter les scanners. Ça repose essentiellement sur l'association de l'écho-endoscopie qu'on a vu dans le reportage et de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui sont deux examens qu'on combine pour bien surveiller le pancréas. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose de systématique. Mais est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, on sait que la recherche d'amylase dans le sang, donc d'amylasémie, est-ce que ça peut faire partie du bilan sanguin à 50 ans, par exemple? Non, l'amylasémie, on la dose plus, hein, même pour les pancréatites. Maintenant, c'est la lipasémie exclusivement que l'on dose, parce que l'amylase, il y avait des faux positifs avec aussi la maladie salivaire. On n'a pas, malheureusement, de marqueurs sanguins qui permettent de faire le dépistage de cancer du pancréas. On a la littérature sur le CA19-9, qui est le marqueur du cancer du pancréas, mais pas seulement, qui montre que ce marqueur n'est pas fiable pour le dépistage. C'est un marqueur qui est insuffisamment sensible. On peut avoir un énorme cancer du pancréas et avoir 0 de CA19-9 parce que c'est lié à des antigènes sanguins, le Lewis. Et quand on est muté pour Lewis, on n'exprime pas du tout le CA19-9. Donc ce n'est pas suffisamment sensible pour ces populations-là. Et par ailleurs, ce n'est pas spécifique. On peut avoir le CA19-9 qui est augmenté pour d'autres raisons qu'un cancer du pancréas. En particulier, il peut être augmenté en cas de diabète décompensé ou en cas d'ictère, de jaunisse, qui sont des symptômes qu'on a fréquemment dans le cancer du pancréas. Donc on n'a pas de tests sanguins qui permettent à l'heure actuelle de dépister le cancer du pancréas. Pourquoi ce cancer touche-t-il davantage les hommes ? Alors, le sexe ratio est à peu près équilibré. Il est un tout petit peu en faveur des hommes du fait de l'exposition au tabagisme qui est un petit peu plus marquée. Mais là, actuellement, on a aussi une augmentation d'incidence chez la femme.
Donc il n'est pas... Et je reviens, Alexandra, sur votre jeune âge. C'est quelque chose qui est fréquent. Le pic d'atteinte du cancer pancréas, c'est vers 40 ans? Non, habituellement, c'est Plus plus tard. vers 60-70 ans, le pic d'âge. Mais on voit des cas un peu plus jeunes maintenant et un peu plus fréquemment, ce qui laisse se poser la question des facteurs, on disait, environnementaux. Alors, Alexandra, donc vous êtes rentrée avec une bonne idée en France pour faire traiter. Donc, on vous a mis sous chimiothérapie. Voilà. On ne va pas détailler les différentes molécules, mais vous avez plusieurs molécules différentes. D'abord, comment vous avez supporté ces chimiothérapies? Alors la première chimio, je suis arrivée dans un tel état que de toute façon, c'était ça ou c'était fini. Donc non, très dur, hein, très dur. Pendant une semaine, vraiment, à la maison, pas bien. Avec l'HAD à la maison, mais oui, non, Mais avec, très difficile. avec ces chimios, les tumeurs ont régressé? Oui, ouais, ça a bien répondu. Régression des nodules du péritoine, de la tumeur, de l'ensemble général, voilà. Ouais. Et c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait aussi les ovaires qui étaient atteints. Mais, Donc les ovaires, on va les enlever? Voilà, ça, on s'en débarrasse. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes toujours sous chimiothérapie? Non, là, je suis dans une étude où on teste un médicament et on verra. D'accord. Et là, il reste encore du cancer ou pas? Ah oui. Ouais. Oui, il est bien là, bien présent. Toujours dans le pancréas, c'est toujours dans le... Voilà, dans le péritoine, pancréas, le corps, moi, et les ovaires. Mais... Et pas question d'opération? Non, parce que c'est un stade avancé, donc on n'opère pas quand... D'accord, parce qu'il y a une question qu'on a, est-ce qu'on peut opérer le cancer du pancréas? En fait, on les opère lorsque la maladie est localisée. C'est-à-dire que dès lors Comme on a vu que- sur le scanner, là, quand c'est uniquement Exactement. une zone du Exactement. pancréas. Mais dès lors que la maladie a donné des localisations à distance, on sait que la chirurgie n'apporte pas de bénéfice aux patients, donc il faut un traitement qui traite tous les organes où il y a de la maladie, et donc ça passe par la chimiothérapie. Comme vous venez de le dire, quelquefois le cancer du pancréas est, on l'a dit, très difficile à traiter. Pour certains patients, la chirurgie peut être envisagée. Vous voyez ce reportage d'Anaïs Plateau, Marc Lavastrou et Eliane Lassibille. Cette patiente d'une 50aine d'années souffre d'un cancer du pancréas. La tumeur bloque le bon écoulement de la bile entre son foie et son intestin. Elle a bénéficié de plusieurs mois de chimiothérapie. Résultat, sa tumeur a diminué de taille et n'enserre plus certains vaisseaux importants. Une amélioration précieuse pour le chirurgien. Voici le dessin de l'opération. La tumeur est située dans la tête du pancréas qui est ici. On va enlever la tête du pancréas, mais aussi le duodénum qui est enroulé autour de la tête du pancréas. La voie biliaire est à l'intérieur de la tête du pancréas et va être enlevée dans le même temps. C'est une intervention qui est assez compliquée, parmi les plus compliquées de la chirurgie digestive. Par une ouverture de 20 cm, le chirurgien dégage progressivement les organes de l'abdomen de la patiente. Donc on a exposé complètement la tête du pancréas et le duodénum qui en fait le tour. Donc ici est la tête, la tumeur est ici. Ici vous avez le corps et la queue du pancréas qu'on va garder. Et ici on a des adhérences dont il est encore difficile de dire si elles sont tumorales. Le chirurgien dissèque minutieusement les vaisseaux importants qui devront être conservés. Il faut aussi suturer les fins vaisseaux de la tumeur pour éviter au maximum les saignements. On a vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus facile qu'habituellement de séparer la tumeur de la veine. La chimiothérapie a été extrêmement efficace. Donc on va couper le pancréas ici. La tête va être enlevée et on va garder cette partie-là, qui est la partie gauche. D'abord, le chirurgien coupe la partie haute de l'intestin grêle, le duodénum. Voilà. Ensuite, il sectionne le pancréas. Voilà la tumeur ici, le duodénum et la partie d'aval qui ont été sectionnées. Et il nous reste à couper l'estomac et la voie biliaire qui donc descend du foie, le foie étant ici. L'estomac. Une fois tous ces éléments séparés, la tumeur peut être ôtée du corps de la patiente. Voilà. Donc voilà la tumeur, la voie biliaire ici, la vésicule biliaire, l'estomac qui a été coupé, le duodénum d'aval avec la jonction avec l'intestin et la tumeur était ici. On a de bonnes raisons de penser qu'on a fait une exérèse carcinologiquement satisfaisante.
Il reste maintenant à rétablir le circuit digestif de la patiente. La première suture est donc entre le pancréas et l'intestin. En tout, 3 sutures sont nécessaires. Après avoir relié le pancréas à l'intestin, le chirurgien doit rattacher la voie biliaire au même organe. Enfin, il rétablit la communication entre l'estomac et l'intestin grêle. La patiente restera 2 semaines à l'hôpital, le temps de se réalimenter progressivement et de surveiller de potentielles complications au niveau des sutures. Donc là, on l'a vu pour la chirurgie. Une autre question sur le traitement. Peut-on avoir recours à l'association immunothérapie et chimiothérapie ciblée pour traiter le cancer du pancréas ? Alors, l'immunothérapie dans le cancer du pancréas, c'est compliqué pour le moment. Les monothérapies d'immunothérapie par anti-PD1, ce qu'on appelle les inhibiteurs de checkpoints, qui sont utilisés dans les mélanomes ou dans les cancers du poumon. Dans le cancer du pancréas, en monothérapie, ça ne marche pas. En fait, c'est des tumeurs qui ont un micro-environnement autour des cellules tumorales qui est très spécifique, qui occupe une place très importante, qu'on appelle le stroma. En fait, on trouve des fibroblastes et des cellules immunitaires qui sont immunosuppressives et qui empêchent en fait l'immunité d'être efficace contre les cellules tumorales. Donc l'immunothérapie, à l'heure actuelle, on essaye de les développer, mais dans des situations de combinaison d'immunothérapie, c'est-à-dire pas l'anti-PD1 seul, mais associé à un vaccin, par exemple, pour augmenter l'efficacité. Et de mieux sélectionner les patients pour ce type de traitement, à savoir qu'on ne les donne pas chez les patients qui sont en situation de progression rapide de leur maladie, mais les essais cliniques sont plutôt en situation de maintenance, c'est-à-dire après une phase de chimiothérapie, quand la maladie est un peu calmée, là on essaye de voir si l'immunothérapie ne peut pas apporter quelque chose. Aujourd'hui, Alexandra, vous allez comment ? Très bien. Pas de douleur du tout ? Mis à part les ovaires qui se sont mis... Oui, mais ceux-là, on va les enlever. Voilà. Oui, non, pour le moment, c'est stable. Ouais. Donc pas de douleur et je vis une vie normale. Très bien. On nous demande si les laboratoires n'auraient pas tendance à se désintéresser des cancers peu fréquents. Alors le cancer du pancréas, c'est un cancer fréquent. Et pour lequel il y a beaucoup de recherches quand même. Voilà, parce que il est prévu dans les projections d'ici à 2030 que ça soit la 2e cause de décès par cancer, juste après le cancer du poumon. Du fait de l'obésité. Du fait de l'augmentation d'incidence qui est multifactorielle. Et donc les laboratoires commencent à s'y intéresser. C'est vrai que ce qui fait la difficulté, c'est les échecs qu'on a pu avoir par le passé des différentes stratégies thérapeutiques. Et ça demande pour ça à faire des essais cliniques, mais aussi à s'intéresser aux aspects de recherche translationnelle, ce qu'on appelle, et fondamentale. Et c'est-à-dire à coupler les essais cliniques à des prélèvements de matériel chez les patients, que ce soit sanguin ou des biopsies tumorales, pour comprendre pourquoi le traitement ou le traitement ne marche pas et pour avancer sur le traitement de cette maladie. Question de Nanou, peut-on vivre sans pancréas ? On a parlé tout à l'heure de chirurgie. Alors oui, on peut vivre sans pancréas, mais avec une qualité de vie qui peut être quand même altérée si on retire l'ensemble du pancréas. Habituellement, dans les chirurgies pour cancer du pancréas, on retire la moitié du pancréas, soit la tête. Pas de diabète qui s'installe. Voilà, donc d'un point de vue anatomique, pour respecter le drainage tumoral, on retire soit la tête, c'est l'intervention qu'on a vue dans le film, soit la queue du pancréas. Quand on retire la tête du pancréas, on est plutôt exposé à des problèmes de maldigestion. Comme vous le disiez, c'est un organe qui sécrète les enzymes pour digérer les graisses. Quand on retire la queue, on est plus exposé fréquemment aux problèmes de diabète parce que les îlots qui fabriquent l'insuline sont plus situés dans la queue. Merci beaucoup. On vous souhaite bon courage pour la suite. Déjà l'opération Oui. et la suite du traitement. Qu'est-ce qu'on ferait maintenant ? On ferait bien un appel à témoins. Par exemple, vous êtes asthmatique, comment contrôlez-vous votre asthme au quotidien ? Comment évitez-vous les facteurs déclenchants ? Venez nous en parler en plateau 01 58 88 85 21. Et c'est un peu très urgent. Voilà, donc si vous pouvez nous appeler, c'est super gentil. Demain, on parlera de l'alcool, on parlera consommation excessive et dépendance, et on verra la prise en charge possible. Ça, c'est demain. Et puis mercredi, comme c'est le 1er mai et qu'on l'enregistre demain matin, on parlera musique et santé. Donc si vous pouvez poser ces questions dès à présent, ça nous arrangerait. Voilà. Passez une excellente après-midi et puis à demain. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir.